On accueille donc le docteur Rémi Thirion, qui est médecin gériatre, médecin généraliste de formation, médecin gériatre baroudeur depuis quelques années, ayant travaillé dans plusieurs services, gériatrie aiguë, la rééducation, l'EHPAD, et là maintenant travaillant au CHU de Rennes sur l'unité cognitivo-comportementale de l'établissement. On lui a confié cet après-midi un travail compliqué, difficile. Vous avez dû voir, il a pris beaucoup de notes pendant la journée. Il va peut-être m'en vouloir parce que c'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Il va essayer de nous faire la synthèse des échanges de la journée, bien sûr relié de son expérience clinique. Et donc je lui laisse la parole. Alors, merci de m'avoir invité. Alors j'ai un peu triché pour tout vous dire. J'ai un peu fait un petit truc sur ma pratique et puis je remets les choses en perspective par rapport au résumé, parce que je me suis dit aussi que répéter ce qui a été dit, ça vous fait redite, et puis finalement ça a été tellement mieux dit. Je vais prendre un exemple, on en parlait ce midi. Moi je ne suis pas sociologue, je ne saurais pas bien redonner la finesse de ce qu'on a entendu ce matin. Donc finalement je parle de ce que moi je sais. Une grande partie a été dite aussi par Frédéric Nivet, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant longtemps et avec qui on partage de très nombreuses valeurs. Alors, ça fait des années que je viens ici, des années qu'on entend beaucoup de finesse dans les entretiens. Et c'est vrai que parfois, on a, comme a dit ce matin Françoise Leborgne, l'impression d'être un peu en décalage. Enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, mais moi, je le dis, d'être en décalage par rapport à la société. Cette société qui demande à être dans le projet, dans l'activité, dans le process, dans la procédure. Et nous, on est en train de couper quand même beaucoup les choses en quatre, parce que c'est très utile de le faire et que ça nous aide dans notre pratique. Et on est un petit peu des gens qui sommes un petit peu en dehors de la société. Et je me demande comment on arrive encore à trouver autant de monde, 700 et quelques personnes qui veulent partager de la complexité et analyser tout ça. Alors, j'ai préparé mon affaire en 4 points. Tout d'abord, un peu pour reprendre ce que disait le professeur Chassagne, les spécificités de la gériatrie. Vous les connaissez, mais aussi le lien avec les soins palliatifs. Peut-être un petit quelque chose sur les mots qu'on emploie, quelques mots qui m'ont traversé l'esprit, avec cette difficulté de l'usage des mots qui sont entre celui qui dit et celui qui entend. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est que ces valeurs, ces process qui nous animent, nous, en gériatrie, en soins palliatifs. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être garder de tout ça vraiment de façon très essentielle. En tout cas, ce à quoi je tiens personnellement. Donc on sait bien que la vieillesse n'est pas une maladie, et pourtant la vieillesse, elle se termine quand même par la mort, et donc du coup c'est ça un peu un lien avec les soins palliatifs. Mais la gériatrie, on pourrait dire les gériatries, on voit bien dans les interventions des uns des autres que entre quelqu'un qui meurt très tranquillement à 100 ans de sa belle mort, quelqu'un qui meurt aux urgences comme ce matin d'un OAP, on a des situations cliniques, des moments cliniques très différents. On a face à ça des organisations professionnelles très différentes de la ville, les HAD, les SIAD, les SAD, les familles sans rien. On a vu qu'il y avait des familles qui n'avaient aucune aide. Et puis toutes les structures. On est sur des gériatries et sur déjà une forme de complexité à réfléchir en unité ce que c'est que des soins palliatifs en gériatrie. Le professeur Chassagne nous a rappelé finalement ce que c'était surtout les bonnes pratiques cliniques. Parce que pour faire bien des soins palliatifs, il faut d'abord bien faire les choses. Bien faire les choses, c'est avoir des connaissances gériatriques, connaître la médecine si on est médecin, connaître le soin si on est soignant, savoir faire une évaluation gériatrique, savoir faire les bons choix avec cette triangulation qu'a dit le professeur Chassagne, espérance de vie, qualité de vie, indépendance fonctionnelle, et à quelle instance rend-on service en faisant le choix que l'on fait. Et puis aussi prévenir la dépendance fonctionnelle dans toute institution où on est, que ce soit l'EHPAD, où le patient va peut-être finalement rester dans sa chambre et ne plus aller ou aller en fauteuil roulant vite à la salle à manger parce que ça va plus vite, mais aussi aux urgences, mais aussi en médecine, mais aussi à domicile, si finalement il n'y a plus personne pour faire sortir Madame Dupont. Et donc on est toujours, et c'est ça qui fait un des liens avec les soins palliatifs et la gériatrie, entre trouver le juste soin, entre ni surtraitement, ni sous-traitement. On pourrait se rappeler que autrefois, finalement, on disait on a un genre de permis à points, à tel âge, on n'a plus le droit à un traitement de
de cancer, et est venue l'oncogériatrie, une espèce de collaboration entre l'oncologie et la gériatrie, où là on est, finalement, l'oncologue dit « je pourrais », le gériatre dit « en es-tu bien sûr ?» et finalement il dit « eh bien oui ou pas ». Et donc ça, c'est le côté plutôt scientifique. C'est la première instance, je dirais, qui est la bonne pratique clinique, ce qui ne préjuge pas d'autres instances qui font être la question de savoir est-ce que le patient est d'accord, est-ce que la famille est d'accord. C'est encore un autre espace qui n'est pas tout à fait le même, et je pense que c'est intéressant de bien identifier ces deux instances. On disait pluralité de la gériatrie, pluralité des trajectoires de personnes âgées. Tout à l'heure, on a parlé, oui, trajectoire de maladie et carrière de... Ça, j'ai appris ça, vous connaissez peut-être, mais trajectoire de maladie et carrière de malade. Ça renvoie un peu aussi à ce schéma du professeur Boucheron, vous savez, avec les évolutions soit lentes ou bien les évolutions au cours des études aiguës où on ne remonte jamais tout à fait la marche. Dans le langage courant, les familles nous disent « il a baissé, il n'est jamais remonté aussi bien qu'avant ». Ils nous le disent, ça. Donc le langage, finalement, s'exprime dans ce joli schéma. Et on a finalement dans les populations des situations où on va avoir d'une part une évolution toujours incertaine. Combien de fois les familles nous disent « mais on nous a dit 3 fois que papa allait mourir et il n'est toujours pas mort. Pourquoi auriez-vous raison cette fois-ci » Donc des évolutions incertaines. Cette histoire du long mourir, moi j'ai le souvenir d'une dame que je croyais toujours morte quand je la voyais, qui n'était toujours pas morte pendant 2 ans et qui s'alimentait avec une paille et un supplément alimentaire liquide qu'elle suçotait régulièrement. Alors on pourrait s'interroger est-ce que ça avait du sens, mais on pourrait faire un cas clinique sur cette situation-là. Mais donc l'évolution incertaine, le long mourir, les études récurrents, qui font qu'on doit finalement avoir des niveaux de réflexion qui s'articulent, mais qui sont quand même assez différents. Je pense qu'une partie d'entre vous, ce matin, qui travaillait en EHPAD, quand notre collègue urgentiste parlait de la situation, il se disait « mais ce n'est pas ce que je vois, moi, c'est autre chose ». Mais en fait, la prise en soin des patients, c'est tout ça. Fragilité, âge, oui, on parle de fragilité. Et la fragilité, c'est comme un anneau de Möbius, vous savez, cet anneau qui a les 2 faces qui se rejoignent. C'est que la fragilité, ça va être d'une part, on va protéger le patient. Mais quand on projette le patient, je dis patient parce que je suis médecin, je serais coiffeur, je dirais client, si on protège le patient, finalement, c'est peut-être aussi une façon de minorer sa capacité d'expression et en tout cas peut-être de minorer notre capacité d'écoute. Donc il faut se méfier de ce symptôme, de cette histoire de fragilité qui est un élément à double face. Évidemment, la question, on en a parlé, tout le monde en parle tout le temps dans l'instance de la gériatrie, des personnes qui ont des troubles cognitifs. Alors, là aussi, il y a des niveaux, il y a du hard et du soft. Le hard, c'est ce que disait ce matin le professeur Chassagne, la capacité de discernement. Bon, moi, j'ai plus de 64 ans, donc j'ai compris que je n'avais plus de discernement déjà grâce à Chassagne. Vous l'avez bien. Ah, c'est pas facile, hein, les réunions de soins palliatifs. Mais le discernement par rapport à un choix, on peut se dire quand même que c'est quand même pas tout à fait pareil de choisir un pacemaker, de comprendre comment marche le cœur, comme a dit une famille une fois un jour, mais est-ce que le patient va réussir à mourir après s'il y a un pacemaker? Parce que comment est-ce qu'on enlève la pile? Eh oui. Et du coup, je me suis posé la question. J'ai trouvé la solution. Mais c'est pas pareil que de choisir non plus d'avoir ou pas une dialyse, d'avoir ou pas, entrer ou pas en EHPAD, ou d'accepter ou pas une toilette. On voit bien que les niveaux de choix, c'est quand même pas, quand on dit choix, c'est quand même pas pareil. Et l'aide-soignante qui est confrontée au refus de toilette, c'est pas le même problème que le docteur où le patient dit « je veux pas de pacemaker » pour un peu qu'il ait compris de quoi il s'agissait. Donc, on a à côté de cette capacité de discernement, cette capacité de choix, on a, nous, ce qu'on fait tout le temps, qui est, et on y reviendra, ce choix d'écouter, d'être attentif à la parole, d'être attentif à des petits symptômes qui vont nous dire, ce patient, il veut ça, ou il veut pas ça, ou il accepte pas. Mais c'est quand même un autre niveau encore d'attitude, un autre niveau de réflexion. Et donc, en face du patient, en face de nous les soignants, en face de vous les bénévoles, il y a aussi les familles qui ont les mêmes questions, parce que souvent ils sont âgés en gériatrie, le conjoint est âgé, parfois, quand Madame X a 100 ans, sa jeune fille en a quand même 80, et donc ils ont parfois les mêmes problèmes, et donc on retrouve les mêmes questions de discernement, de choix,
difficulté à appréhender cela. Quelques mots. Le premier mot, c'est le silence. Le silence, c'est le silence de l'agisme, où en fait, parce qu'on arrive dans un endroit, parce qu'on a tel âge, même si on est super en forme, même si, je sais pas, je pense à Dormesson, quand il était tout vieux, il était encore en train de, je me rappelle une émission, il essayait de séduire Léa Salamé, hein, il n'avait pas lâché, hein. Mais s'il arrivait aux urgences, vu son âge, pour un peu qu'il ne se soit pas renseigné, on disait il est tout vieux, donc il a le droit à rien du tout. Donc il y a quand même cette question de l'agisme et du regard de la société sur l'âge, qui est quand même un élément important. Petite question du silence encore. La semaine dernière, il y avait un congrès de psychologie du vieillissement sur le même sujet, et qui nous disait, je crois que c'était Vincent d'ailleurs qui nous disait ça, Vincent Morel, qui disait peut-être qu'endormir les mourants, c'est une façon d'avoir une belle mort silencieuse. Comme si finalement le fait d'avoir enfin le silence pouvait être un objectif en soi, même si moi je pense que si ça se passe mal, je préfère quand même qu'on m'endorme, je suis complètement d'accord. Au cas où... La mort est-elle tabou? Enfin, on en parle tout le temps, on dit que la mort est tabou, je trouve qu'on en parle tout le temps quand même, mais on en parle un peu de biais, on en parle en la désignant de loin. La semaine dernière, dans cette réunion, là, il y avait une directrice d'EHPAD, une équipe d'EHPAD qui disait qu'en fait, on posait la question d'emblée aux gens quand ils arrivaient, si vous mourrez, quand vous mourrez, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, j'ai fait une téléconsultation le jour, il n'y a pas longtemps, une dame, on me disait, elle est très agitée, elle est angoissée, voilà. Et en fait, elle avait envie de pouvoir dire que sa belle-fille voulait pas s'occuper d'elle jusqu'à sa mort et que ça l'inquiétait. Et en fait, elle avait envie qu'on parle de sa mort à elle, et elle avait envie qu'on parle aussi des modalités quand elle serait morte. En gros, elle pensait que sa belle-fille allait l'enterrer comme un chien, et elle disait, moi, je voudrais bien quand même que je sois enterré comme mes parents, avec une cérémonie, des machins. Et en fait, c'était une téléconsultation, elle était avec ma collègue là-bas de l'autre côté de la caméra, et à la fin de l'entretien, c'était vraiment super, elle était en pleurs, ouais, c'était super, elle était en pleurs, parce qu'elle était soulagée qu'on puisse parler de ça, elle avait vraiment besoin de ça. Et ils font une haie d'honneur quand les gens meurent, ils meurent par la grande porte, et donc les autres résidents peuvent venir, et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Je sens que je ne vais pas tenir les 30 minutes. Les mots, traiter, soins, ça a été tout le débat qu'on a eu sur l'hydratation il n'y a pas très longtemps. Et puis Géraldine, hier soir, parce que c'est bien, on a préparé cette journée, me disait que vous travaillez sur traiter en équipe la question des mots. Et je trouve que c'est intéressant parce que les mots qu'on y met, nous tous, n'ont pas le même sens. Il me semble que ce serait plus intéressant de partir du principe qu'on ne se comprend pas et qu'on a un malentendu, et après d'essayer de trouver le moyen de communiquer, plutôt que de se dire qu'évidemment, on est d'accord. Exemple, je travaille à l'UCC, une dame qu'on nous amène très, très, très altérée, qui parle quasiment pas, et puis finalement, on essaie un antidépresseur, elle a une hyponatrémie, on arrête l'antidépresseur, elle avait commencé à remanger, elle ne mange plus, et donc ma collègue, j'étais en vacances, dit, elle ne mange plus, elle dit à la famille, elle est en soins palliatifs, elle est en fin de vie. Effectivement, elle était quand même pas très, très bien. Puis finalement, elle prend un autre traitement antidépresseur, et puis elle va mieux. Et puis cette dame, qui a quand même un périmètre de marche assez limité, se remet à marcher, à dire quelques mots par-ci, par-là. Et donc l'équipe me dit, mais enfin, la semaine dernière, ta collègue a dit qu'elle était en soins palliatifs. Oui, elle l'est toujours, sauf qu'elle est plus mourante, quoi. Donc du coup, c'est aussi ce terme soins palliatifs qui est quand même pour beaucoup d'entre nous très clair, mais qui est quand même beaucoup d'entre nous assez peu clair. Là aussi, ce n'est pas le soin palliatif, c'est les soins palliatifs. Peut-être différencier aussi ce qui est une souffrance existentielle d'une dépression. On ne va pas développer, mais c'est quand même un élément extrêmement important. Et là, ça renvoie un peu à la bonne pratique clinique, qui est de se dire, la bonne pratique, c'est d'aller traiter la dépression, et puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec la souffrance existentielle. Donc, parler, écouter. Alors, quelle valeur, quel process, j'accélère. Différentes instances, il y a les personnes âgées, les familles, les professionnels, les bénévoles, l'institution, la société. On va faire ça en 3 minutes. Peut-être que je me suis dit, mais finalement, quand on parle des personnes âgées, qu'est-ce qu'on a finalement derrière? On a différents trucs qui sont la valeur de la vie, qui sont donc la valeur que le patient, la personne peut avoir en elle-même au regard de sa vie, que les autres ont d'ailleurs par rapport à sa propre vie. La question de profiter, de jouir de la vie, la question aussi de signifier l'envie de vivre ou de signifier l'envie de mourir, et puis la question de l'insupportable. Et donc c'est des niveaux
que je trouve un peu différent. Donc la valeur, alors on parle de la dignité, vous savez qu'en général, les mots sont faits pour cacher les objets qui disparaissent. Vous suivrez mon regard. Oui, la dignité, l'autonomie. Ce matin, Irène Léger a parlé de la mêmeté et de l'ipséité. Oui, cette notion de rester le même, et ça c'est un truc qu'on voit beaucoup avec les gens qui sont très âgés ou les gens qui ont des troubles cognitifs. On dit, est-ce qu'il me reconnaît et est-ce que je le reconnais? Parce qu'effectivement, les patients qui ont troubles cognitifs, c'est une maladie particulière puisqu'elle attaque en fait ce qu'est vraiment la personne dans sa représentation. Et donc, ça attaque aussi cette question un peu symbolique. Ça me rappelle une dame, actuellement, on a un monsieur qui est très, très altéré, qui aperçoit du loin de sa démence. Il s'aperçoit que ça ne va pas, quoi, comme il dit, je perds la boule. Et elle a un père merveilleux. Et son père merveilleux fond devant elle comme un personnage de neige, un bonhomme de neige. Et donc, ça l'angoisse parce qu'elle est en train de perdre son père. Elle est dans un processus de deuil blanc. Parce que tant qu'il est là, il la protège. Moi, j'avais une vieille tante centenaire à laquelle je rends hommage, et tant qu'elle était vivante, toute menue à 35 kilos, elle nous protégeait. Le jour où elle est morte, on n'était plus protégé, parce que symboliquement, elle était un petit peu comme la petite clé de voûte dans cette grande voûte qui était la voûte familiale. On est vivant tant qu'on a une histoire à raconter, et moi je rajouterais, et tant qu'on a des histoires qu'on raconte ou qu'on vous raconte. Profiter, ouais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il profite encore? Est-ce qu'il s'ennuie? Ça se discute, c'est une question. Et puis, comment est-ce qu'on sait finalement si le patient a encore envie de vivre ou quand est-ce qu'on sait si le patient a envie de mourir? Alors, effectivement, il y a tous les patients qu'on voit qui parlent et qui s'expriment assez clairement. Puis il y a quand même tous ceux, et en gériatrie, on en a quand même beaucoup, hein, et quand on travaille en EHPAD, évidemment que l'EHPAD est l'endroit où on reçoit les gens qui y rentrent, et ceux qui y rentrent, c'est ceux qui ne peuvent pas rester, et ceux qui ne peuvent pas rester, c'est ceux qui ont trop cognitifs en grande partie. Et donc, du coup, on est sur la différence entre la volonté et la demande. Souvent, on me dit, elle a dit ce matin, autant mourir. Mais autant mourir, mais oui, mais autant mourir, mais pas tout de suite, quand même. Hein. Donc, entre dire je mourrais bien, je serais bien mort, je rejoindrais mon mari ou j'irais voir le bon Dieu ou Saint-Pierre ou autre chose, ce que vous voulez, c'est pas pareil que forcément vouloir mourir. Et ça, c'est quand même un sujet de débat, et on y reviendra. L'ambivalence pour tous les patients, pour toutes les personnes. Là, par exemple, j'étais très content quand Véronique... tu m'as demandé de venir, j'ai dit oui, et puis maintenant que j'y suis, enfin avant d'y être, maintenant que j'y suis, je suis content aussi, mais avant d'y être, j'étais un peu douteux, quoi. Hein. Donc on est tous dans cette ambivalence. On a envie de dire oui, on dit oui, puis après on se dit oh, j'ai envie de mourir, et puis finalement, voilà. C'est un truc qui nous traverse, c'est quelque chose qui est propre à l'humain, en fait. La parole, l'action, et finalement, on a toujours aussi, pas finalement, je dis toujours finalement, alors que je n'ai toujours pas fini, oui, les patients sont toujours âgés, aux prises comme nous tous à la pulsion de mort. Et la semaine dernière, on nous disait que finalement, il y avait un moment où peut-être qu'on n'arrivait plus à contenir cette pulsion de mort pour différents motifs qui vous sont propres, ou différents motifs qui sont propres à l'absence de l'autre, à l'absence de contact, à l'absence de relation, à la perte d'un enfant, par exemple. Hein. Combien de personnes sont mortes pendant le Covid, ou se sont dégradées en tout cas, parce qu'ils n'étaient plus le soutien contre la pulsion de mort de leur entourage. Et puis ce qui est insupportable, oui, c'est la douleur et c'est l'angoisse, mais ce n'est pas parce qu'on a traité la douleur et l'angoisse non plus que tout devient supportable. La famille, une collègue psychologue qui travaille en systémie me disait, c'est intéressant de parler du blason de la famille, ça m'a intéressé aussi. Comment se représente la famille et comment se représentent les valeurs. Je t'ai promis que tu ne mourrais pas seul, je t'ai promis que tu resterais à la maison, je t'ai promis que... Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à identifier pour accueillir la parole des familles. D'autant que l'entrée en démence, le diagnostic de démence, l'entrée en EHPAD, l'entrée aux urgences qu'on a fait un OAP, ça
ça ébranle les membres de la famille, mais ça les ébranle à titre individuel, mais vous pouvez tous être témoins, vous l'avez tous vécu, ça ébranle aussi la famille dans son fonctionnement, comme les deuils. Qui n'a pas vécu au moment, entre le moment où la personne meurt et le moment où on l'enterre, toute cette bourrasque familiale qui fait que les rapports se modifient. Donc on est aux prises avec cette question de la mort des personnes âgées à être attentif aux personnes, mais aussi au fonctionnement des familles telles qu'elles se présentent à nous. Les professionnels, moi je suis assez sensible au roman des services. Le roman des services, ça fait que finalement, vous reprenez un service, au fur et à mesure, tout le monde a changé, mais l'histoire du service est toujours la même. Vous n'avez pas remarqué ça ? Un peu comme notre corps qui changerait ses cellules au fur et à mesure, mais tant que c'est mon corps, il a à peu près, enfin, il a tout à fait la même apparence, hélas, mais il y a un truc qui se renouvelle et qui ressemble. Hein, alors même TIPCIT, je vous laisse choisir. Et donc sans doute qu'il faut construire, attaquer, construire, protéger, faire évoluer ce roman, c'est-à-dire ce truc qui nous lie et qui fait qu'on est là pour ça. Ce qui veut dire que, par exemple, un service de gériatrie aiguë, il est fait pour soigner, il est dit comme ça. Un service de SSR, c'est un service qui est fait pour rééduquer, réadapter. Et quand les gens mourants ou qui pourraient mourir arrivent là-dedans, ils arrivent en contradiction avec l'objectif et le roman de l'établissement. Quand on est en EHPAD, on a... Alors maintenant, c'est plus un projet de vie, mais enfin, le projet de vie pour beaucoup de résidents qui arrivaient en EHPAD, c'était surtout de mourir, en fait, et de mourir bien, quoi, de mourir tranquillement. Donc, c'est important d'actualiser quand même ce blason mais cette fois-ci, de l'équipe. Insister sur les 1001 nuits, ce fait que les soignants permettent de vivre en fait aux patients, parce qu'on leur raconte une histoire, et que cette histoire qui se renouvelle tous les jours les soignantes qui disent « Bonjour Madame Truc, avez-vous bien dormi ?» C'est cette 1001 nuits qui fait que dans ce bain de langage, on arrive à survivre, et qu'il y a un moment quand même où ce bain de langage, il sonne faux, et qu'à ce moment-là, c'est peut-être là qu'il faut constater qu'on n'y arrivera pas, et donc on continue à accueillir la vie qui reste, mais la vie qui reste, c'est de la vie qui part. Valeur de la décision en équipe. Alors la semaine dernière, j'ai appris des choses intelligentes, alors je vous le refais. Hein. Équilibre entre l'éthique libertarienne qui priorise l'autonomie et le choix du patient, versus l'éthique maximaliste du respect de la vie à tout prix. Et donc c'est vrai que dans les équipes, il faut qu'on trouve un équilibre entre pas dire le vieux est merveilleux, il faut le maintenir en vie à tout prix, ni dire finalement... son choix, c'est de partir, et donc il part tout de suite. On voit qu'on est quand même dans cette finesse continuelle, ce tissage perpétuel de langage dans lequel il faut constamment baigner, se rebaigner, se ressécher de temps en temps, et y retourner. Alors ce matin, la société, réussir sa carrière de vieux et de mourant, c'est ce qui m'est venu ce matin en écoutant notre collègue sociologue, et je me suis dit, mais est-ce qu'on a réussi notre carrière tout court, et notre carrière de vivant, de mourant? C'est-à-dire comme s'il y aurait des gens, ça m'a évoqué ça, comme s'il y avait des gens qui rataient leur sortie. Et ça renvoie un peu à cette idée de belle mort de vieux. C'est quoi finalement mourir bien quand on est vieux? Je ne sais pas. Suis-je en retard? Sans doute. Ça va aller. Alors, une fois que j'ai balayé tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que finalement, pour moi, pour ma pratique, est importante? Alors, plein de choses, bien sûr, et plus que ce que je vous dirais. Mais je me suis dit, il y a des instances cliniques, une instance de relation, une instance d'institution, une instance de délibération. Alors, la clinique, on a dit, finalement, d'abord, quand même, travailler sa compétence. Si on est médecin, il vaut mieux pas être trop mauvais, quoi. Hein. Donc, faire ce qu'a dit Chassagne ce matin, connaître un peu les process. Et puis avoir un truc, un vieux machin que j'aime bien, moi, c'est le questionnaire de Sebag-Lanoé, que les médecins infirmières connaissent bien. C'est finalement des questions de bon sens. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi le contexte? Et comment est-ce qu'on peut réfléchir? Mais parfois, les vieux trucs, ça marche encore. Au niveau de la clinique, travailler quand même le positionnement du soignant. C'est quoi le positionnement soignant? Qu'est-ce que je veux, moi, comme soignant pour le patient? Et à quel titre? Est-ce que ce que je veux, c'est d'abord ce que je pense, moi, ou est-ce que ce que je veux, c'est ce que je dois faire? Et qu'est-ce que c'est que je dois faire?
et en regard de ce que veut le patient. Un petit mot sur le fantasme de la toute-puissance médicale. Combien de fois a-t-on vu finalement des patients qui, quand on ne met plus de traitement, finalement ne meurent pas, hein. Ça indique quand même en creux le fait que c'est peut-être pas la peine de trop s'énerver non plus. Expliciter, Frédéric l'a dit, expliciter, tracer ses motivations. Je pense qu'on a besoin de faire toujours ce pas de côté, ce pas de recul, pour dire ma bonne pratique clinique, elle est super, mais est-ce que finalement c'est bien raisonnable tout ça? Et par rapport aux personnes qui ont des troubles cognitifs, moi je vis avec. Hier on disait avec Géraldine qu'en soins palliatifs on riait beaucoup. Et j'espère que dans votre travail, vous riez beaucoup. Et nous, avec les personnes qui ont un trouble cognitif, même parfois ceux qui sont violents, on a quand même des bonnes barres de rire, mais des barres de rire qu'on partage. Et ça, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, Éric Appéré nous manque beaucoup aujourd'hui. Il nous aurait fait sûrement rire. Dans la relation à garder, accepter de parler de la mort, ça fait pas... oui, effectivement, moi, je suis immortel, donc je ne voudrais pas qu'on m'en parle, mais peut-être qu'on peut en parler quand même. Aider les aidants à en parler, parce que souvent, ils ont besoin d'un tiers, ils n'osent pas parler, les gens, à leur père de la mort, et on est là comme professionnels pour faire un peu, faire un peu le lien entre tout le monde. Anticiper les évolutions, mais c'est pas seulement, c'est déjà objectivement, que disait Chassagne ce matin, mais c'est aussi l'anticiper avec les familles, dire la prochaine fois, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut vraiment... Moi, je pense qu'il ne faut pas, parce qu'il faut aussi prendre position. Moi, je pense que la prochaine infection respiratoire, il ne faudra pas la traiter. Eh bien, est-ce que vous pourriez être d'accord? Est-ce que vous avez besoin d'en parler en famille? Et puis, on en reparlera. Et ça aide les gens quand même. Et ça ne les fait pas mourir du tout, hein. Et au contraire, finalement, je trouve que chaque fois, on est surpris de ce que veut la famille. Et là aussi, on est quand même sur souvent un malentendu. Et au-delà de ce que l'on sait, on voit bien que les soins palliatifs et la gériatrie, c'est un grand lieu de créativité. Parce que là où on est au bord de cette estrade-là, où on ne sait plus, on ne sait plus, mais comme on est humain et qu'on est ensemble, en parlant, on invente des trucs qu'on ne peut peut-être pas évaluer, mais on invente des trucs qui vont faire tenir une journée de plus, ou bien qui vont permettre à la personne de faire une journée de moins et qui vont rendre les choses peut-être plus douces. Parce que finalement, être ensemble, c'est quand même plus doux que d'être tout seul ou d'être abandonné. Sur l'institution, oui, il faudrait faire des projets de service, il faudrait un peu qu'on explicite ce qu'on veut. Il faudrait peut-être qu'on soit plus conscient que le temps est aussi une matière à travailler, autant que les pathologies des organes. Travailler ce temps-là, c'est vraiment, vraiment très essentiel. Et du coup, prévoir vraiment... Alors, je sais que ce matin, on disait on a du mal à trouver des temps parce qu'on est de moins en moins nombreux, il faut bien le dire, hein. La situation, elle est... Je suis assez optimiste, mais on est quand même préoccupés quand même tous quand on voit ces lits qui ferment partout. C'est bien qu'en ville, il y ait de la place, parce qu'il y a beaucoup pour des professionnels, bien sûr qu'il en faut beaucoup. Mais moi, comme je travaille en institution, je me dis, mais quand même, on est inquiet, parce que le bon soin palliatif, c'est quand même d'abord le bon soin tout court. C'est quand même avoir de quoi, un lit pour mettre les gens, quoi. C'est ça, quand même, d'abord, le b.a.-ba. Et en tout cas, essayer de trouver des temps d'arrêt. Il me semble, pour revenir sur le chemin, l'objectif de chaque service, quand on est en aigu, on galope vers le soin. Et c'est important, à mon avis, d'avoir des moments, des instances systématiques où on va être interrogé, souvent par les aides-soignantes et les infirmières, qui disent « Mais cher docteur, en es-tu bien sûr? Est-ce que tu ne serais pas un peu emballé par ton savoir qu'on a tellement eu de mal à apprendre qu'on a vraiment envie de s'en servir, quoi. Enfin, ce serait dommage, hein. Alors qu'on est constamment à essayer de mobiliser tout son savoir pour parfois y renoncer un peu au bénéfice du patient. Mais donc ces temps d'arrêt-là, ces temps qu'on appelle comme on veut, des synthèses, des trucs, des machins, c'est vraiment le truc qui nous empêchera un peu d'aller dans l'obstination déraisonnable, qui nous empêchera un peu de faire des soins à la noix, un peu de dérailler complètement, parce qu'on est tous amenés à dérailler un peu quand même. Alors pas en soins palliatifs, évidemment, parce que là, c'est autre chose, mais moi je me dis qu'un modeste gériatre, donc je dis que je déraille souvent. Et puis enfin, et donc du coup, je suis pas en retard, hein. Finalement, dans cette délibération,
Mais ça, on apprend ça avec le temps. Au début, je croyais qu'il suffisait de mettre les gens assis autour d'une table et puis que les gens allaient parler. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que il y a les projections des uns envers les autres. Alors, vous avez remarqué que je suis assez bavard. Et donc, évidemment, il faut apprendre à ne pas parler. Il faut apprendre à laisser d'abord la parole aux aides-soignants. Et je vous signale que dans la hiérarchie institutionnelle, le moins gradé, c'est le patient quand même. Hein. Il y a le directeur, le docteur, le cadre, et puis après, on décline, et puis en dessous, il y a le truc. Donc en fait, il faut un peu inverser la tendance et se dire, être conscient de ça, et se dire, si on veut laisser la parole, il faut laisser la parole de tout le monde, et peut-être commencer par, entre guillemets, les moins gradés. Et quand je dis ça, vous imaginez bien que c'est vraiment avec beaucoup de respect et d'attention pour les aides-soignantes. Et partir aussi du fait qu'on n'est pas d'accord. Ce qu'on s'est aperçu, enfin, la semaine dernière, on parlait de ce qui s'est passé en Belgique et en Suisse et ailleurs, c'est que quand la loi est passée, on s'est aperçu que dans les équipes, il y avait quand même des gens qui étaient quand même d'accord avec la loi sur l'euthanasie. Donc il faut se dire aussi que les gens qui actuellement la loi n'est pas pour, donc forcément parmi vous sûrement il y a des personnes qui sont plutôt tentées par l'euthanasie, même si on est à la CBSP. Et donc peut-être qu'effectivement, il faut, en anticipation des choses, laisser la parole à ça et arriver. Moi j'ai essayé, mais faut que je progresse encore. Je ne sais pas si j'arriverai jamais à être médecin finalement, mais j'ai encore de mal. J'ai regardé une vidéo là sur une émission en Belgique où il y a une journaliste super contente qui dit « Et maintenant, on va présenter les témoignages d'eux. » Et moi, je vois bien que ça me choque. Enfin, je le dis, ça me choque. Ça me fait mal et j'ai du mal à entendre. Je n'ai pas tenu la demi-heure. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on soit capable d'entendre les choses. Parce que finalement, en entendant la divergence, en entendant les points de vue, si on a assez de respect les uns pour les autres, on va réussir. Moi, je crois quand même qu'on arrivera à trouver un consensus. Pas un consensus, on n'arrivera pas à un consensus, mais un compromis, c'est ça. Pas de consensus, mais un compromis, pour finalement rester dans la relation, dans le non-abandon, et que en se disant qu'en mettant tout le monde ensemble, on va trouver quand même encore une créativité pour trouver des solutions. Pas toutes les solutions, pas toujours. Mais quand même, Domitien Malès nous disait, il y aura peut-être aussi quand même l'éthique du désaccord, et ça peut être quand même inquiétant, et la question sera comment le traiter. C'est-à-dire, en fait, si on n'arrive vraiment pas à tomber d'accord, comment est-ce qu'on fera? Est-ce qu'en gros, on expulse l'objet de notre désaccord? Ou est-ce qu'on le garde? Et comment on se protège nous-mêmes de notre souffrance de soignant? Éric Appéré nous manque, parce qu'il il se serait moqué de nous tous, moqué de moi aussi. Un mot aussi pour faire la boucle, sur Antoine Pelletier. Moi, je n'étais pas intime d'Antoine Pelletier, mais j'ai toujours été très admiratif d'Antoine Pelletier, qui est un homme extraordinaire, avec beaucoup d'intelligence et de chaleur. Et cette écoute-là, il l'avait vraiment. Il l'avait pour de bon, naturellement. Il avait cet enthousiasme qui donnait envie de nous rendre plus intelligents. Vous savez, comme quand on écoute des gens, on dit « ouais ». Puis après, on leur relit, on n'a rien compris, mais c'est pas grave. Et Antoine, il était comme ça. Et donc, je suis vraiment très content qu'on ait parlé d'Antoine ce matin et qu'on en reparle ce soir. Merci.